Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 401 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler du match 1 des finales NBA entre les Indiana Pacers et le Oklahoma City Thunder. Victoire des Pacers. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Match 1 des finales NBA, le petit récap aujourd'hui, victoire des Indiana Pacers 111-110 contre le Oklahoma City Thunder. Bon, on va y aller, on va parler tactique, on va débriefer un peu tout ce qui s'est passé, mais c'est vrai que quel match incroyable pour commencer ces finales. C'est bon, la magie Pacers apparemment se transpose aussi au niveau des playoffs, ça fait quand même plaisir. Il y a plein de stats assez dingues qui sont sortis, vous les avez sans doute vus en termes de win probability. Bon, évidemment, les Pacers ça n'avait aucune chance jusqu'à la fin où d'un coup le graphe hop ça monte d'un coup. Le fait est que c'est aussi la première équipe sur 250 ou je sais pas combien à gagner un match de finale après avoir été mené de 7 points dans les 7 dernières secondes ou des conneries du genre. Voilà, les Pacers, la magie Pacers continue et bon, je vais pas dire ça fait du bien parce que moi en tant que spectateur un peu neutre je m'en fiche un peu, mais c'est vrai que en un sens, en tant que neutre, il y a aussi l'aspect de au moins on a un petit spectacle. Vous voyez, on pouvait un peu craindre vu la différence un peu de niveau intrinsèque, même si ça veut rien dire de la manière intrinsèque, on pouvait peut-être craindre une rouste ou un 4-0 un peu vite fait bien fait. Là non, là on voit que déjà Indiana prend un match, c'est jamais anodin sur une série au meilleur des 4 matchs, au meilleur des 7 matchs, mais à 4 victoires gagnantes on va dire. Mais prendre un match c'est pas rien. C'est déjà une victoire et ça devient intéressant. Mais surtout, on a vu que tactiquement, il y a un peu de répondant. Bon, il y a du répondant, il y a des bonnes choses côté Indiana. Attention aussi, je le dis d'entrée de jeu, on va critiquer un peu OKC. En tout cas, on va décrire, il y aura des points bien et des points moins bien. Se souvenir aussi que, voilà, OKC perd sur un quasiment game winner à 3 centièmes de la fin. Ils ont mené tout le match et quasiment été en contrôle tout le temps. Voilà, on va pas non plus tomber tout blanc tout noir. Ils ont perdu, ils ont fait des choses bien, des choses moins bien, mais ne pas tomber dans le catastrophisme du tout. Vous allez voir que surtout, il y a des points à nuancer. Mais en tout cas, allons-y. Match 1, tactiquement, que s'est-il passé en dehors de ce money time un peu de folie? Déjà, je pense que le premier truc qu'on peut dire, c'est que c'est assez extraordinaire et assez inattendu, et même un truc assez dingue pour Indiana, de gagner ce match, au-delà du money time, mais de gagner ce match alors que ils sont sur peut-être le pire match possible pour eux, ou en un sens, c'est un peu l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer. Je m'explique. Indiana a des forces, des faiblesses aussi, mais surtout des forces. OKC, des forces, des faiblesses. Bref, on connaît un peu les profils d'équipe, on connaît un peu le fit tactique, on va dire. On s'était dit, bon, si Indiana gagne un match ou deux, ou 3 ou 4, même la série, mais grosso modo, une victoire des Pacers, ça passe par... Bon, on arrive un peu à éviter la défense d'OKC qui crée beaucoup de turnover, donc on protège bien le ballon. La transition offensive, qui est une des forces d'Indiana, elle va beaucoup marcher. Voilà, c'est un peu, on se disait, c'est un peu ça le modèle pour gagner un match contre cette défense, quoi. C'est peu de turnover et la transition qui fonctionne beaucoup. Les deux batailles qu'on avait un peu mis à l'honneur, les points de bascule qu'on avait mis à l'honneur aussi au niveau des previews hier. Bon, c'est assez, je répète, assez extraordinaire qu'on n'ait pas du tout ça. Indiana gagne un match alors que au niveau des turnovers, c'est pas qu'ils ont perdu la bataille, c'est qu'ils se sont fait laminer. On va pas être vulgaire, mais c'est dingue. C'est complètement dingue. C'est-à-dire que Indiana gagne ce match en perdant un nombre de ballons incalculable. 25% de turnover percentage. Autrement dit, 25%, un quart des possessions qui se terminent en une perte de balle. C'est absolument dingue. Et pour vous dire, si ça vous parle pas trop les chiffres bruts, moi non plus, mais 25% de turnover percentage, c'est littéralement dans le premier centile. C'est-à-dire que c'est une perf qui est mieux, entre guillemets mieux, que à peine 1% de tous les autres matchs NBA de cette saison 2025. Ou que de playoffs, je crois. En saison régulière, il y en a eu sans doute des bien pires, mais bref. On est sur un match avec un niveau de déchet qui est assez incroyable, et ça, pour le coup, on n'est pas surpris. C'est OKC, la défense d'OKC qui a fait parler la poudre, on les connaît, la meilleure défense de création de turnover depuis X années. Là, OKC a fait le job, d'accord. De l'autre côté, en plus, le double lame, c'est-à-dire que OKC, en plus, non seulement de gratter des pertes de balles de ce côté-là du terrain, OKC a aussi fait ce que eux font d'habitude, c'est-à-dire eux-mêmes en attaque ne perdre que très 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 peu de ballons.
C'est-à-dire concrètement 7% à peine de turnover percentage, c'est-à-dire en termes de rang, de performance, 99e centile. Mieux que 99% de tous les autres matchs 2025 pour ce match 1 de OKC. C'est lunaire. Vraiment, c'est lunaire que Indiana gagne ce match en perdant à ce point la bataille clé où on avait dit ça pourrait être ça, la clé du match, c'est d'essayer un peu de gagner ça et de pas trop le perdre. En tout cas, non, on a littéralement Indiana qui perd autant de ballons, premier centile et OKC aucun. Et pourtant, en termes de chiffres bruts, si vous voulez, on est 24 turnovers contre 6. Voilà, sachant aussi que, pardon, je ne l'ai pas dit encore, mais d'habitude, Indiana perd très peu de ballons. Donc là, on voit vraiment l'exploit, ou en tout cas la performance, comme on pouvait s'y attendre, de OKC, même face à une attaque qui d'habitude ne perd que très peu de ballons, OKC est arrivé à imposer sa patte. Et pourtant, donc, ils perdent ce match. Bon, sur un buzzer beater ou en game winner, mais tout de même. Et en plus, de surcroît, deuxième point, incroyable que Indiana gagne ce match, alors que la transition a été, je ne vais pas exagérer, mais quasi inexistante pour moi. En tout cas, très, 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 très loin des standards habituels de transition, de contre-attaque pour les Pacers. C'est-à-dire, bon, là, je peux donner des stats, mais elles ne seront pas totalement représentatives de ça, parce que les stats de transition sont un peu imparfaites. Bref, en termes de fréquence, à peine 53e centile. En termes de fréquence de contre-attaque, bon, c'est pas à peine la moyenne, quoi, pour le coup, et c'est pas du tout, voilà, on imaginait que faire un exploit face à ce Thunder, ça passerait par, waouh, la transition qui est géniale, etc. Non. Là non, et donc j'ai parlé de la fréquence, mais en termes d'efficacité également, 32e centile, donc pas tant efficace que ça au niveau de la transition, de la contre-attaque, et même, surtout, sortant un peu des stats, même moi le constat que je me faisais dans le match, c'est Indiana n'arrive pas à accélérer, ou plutôt, Indiana n'accélère pas. Je trouve qu'on a été très très loin du Indiana habituel qui, comme je le disais en preview, en fait, va essayer, ils vont pas y parvenir, mais ils vont essayer d'accélérer à chaque possession. C'est l'identité des Pacers, c'est pas un truc gadget, c'est pas un domaine du jeu un peu gadget ou bonus, non, ça fait partie pleinement et intégralement de leur identité, c'est accélérer le jeu, transition, et s'il n'y a pas transition, on a au moins semi-transition, c'est-à-dire on attaque avant que la défense soit totalement en place, elle est pas loin, mais elle est pas totalement en place encore, prête à quadriller le terrain, etc., etc. Et en fait, on n'a pas eu du tout, mais alors pas du tout, une équipe d'Indiana qui, comme on dit, qui accélère le tempo et qui pousse le ballon vers l'avant, comme disent nos amis d'outre-Atlantique. Mais donc voilà, c'est assez étonnant. C'est même totalement lunaire. Si on m'avait dit que Indiana gagnerait ce match avec ni la transition, ni les turnovers, j'y aurais pas cru. Mais alors, où est le secret, pour le coup ? Où réside un peu le secret de cette performance ? Bon, ça... on est moins surpris, c'est-à-dire que la magie des Pacers a encore été là d'un point de vue money time, d'un point de vue shot-making d'isolation, Haliburton ou Nembhard. D'ailleurs, vous avez vu le 3 points de Nembhard aussi en fin de match qui a été capital. Donc voilà, shot-making sur isolation, sur création pure, mieux que d'habitude, d'accord ? Mais surtout, j'ai pas envie de dire la bataille parce qu'il y a une partie aléatoire, mais ils ont gagné un peu la bataille du shot-making comme d'habitude. Voilà, je sais pas si en régie, on peut envoyer Claude François, non ? Pardon ? Non, il n'y a pas de régie, pardon, c'est moi qui suis tout seul. Ok. Non, mais c'est absolument dingue. On est encore sur une perf où, 46% à 3 points pour les Pacers. Les tirs à 3 points rentrent encore et encore et encore. Bon, il y a une question aussi de compétences, des bons shooters, mais voilà, bons shooters et bons shooters en forme, en confiance, etc., etc. D'un point de vue probabiliste, on est sur un run de playoff et un run d'efficacité, de surefficacité à 3 points qui est absolument dingue. Mais en tout cas, quelles qu'en soient les causes, si vous voulez dire mérité, pas mérité, moi ça m'intéresse pas trop. Mais de facto, on est sur une surchauffe et c'est ce qui aide aussi à gagner le match. Parce qu'ils peuvent pas gagner le match avec que des trucs qui vont contre eux. Ça, c'est pas possible. Donc, turnover, nul, transition, nul, mais le 3 points est venu les sauver, d'autant plus que là encore, le Dark Maul, le fameux Dark Maul, comme on le décrit depuis quelques podcasts, c'est-à-dire Jedi Defense d'un côté et puis surchauffe de l'autre, donc le double sabre. Mais donc, disais-je, Jedi Defense aussi, puisque OKC a seulement shooté à 36% sur ce match-là. Voilà, alors c'est pas non plus une sous-chauffe totale, on est au niveau de la moyenne NBA, pour le coup, 36%. C'est pas non plus tant que ça une anomalie, puisqu'on sait que OKC a un peu de problème de ce côté-là. OKC, on va dire que c'est plus dans la normalité, dans la norme d'ailleurs de leur run de playoff, ou de même par rapport à l'an passé, de les voir shooter pas très bien, plutôt que la norme serait de les voir shooter à 40%. Non, donc c'est un peu moins choquant, mais en tout cas, de facto, on a encore cette différence de shotmaking qui fait toute la différence. Pardon pour la répétition, mais désolé, on est en fin de saison, j'ai plus de vocabulaire. Mais non, mais c'est... Voilà, on a vraiment ce bilan qui, à mon avis, doit apporter aussi de la nuance, parce que en vérité, victoire des Pacers, vous le voyez, victoire déjà sur un shoot un peu improbable, sur un money time
improbable, je sais pas, mais en tout cas, un money time qui bascule côté Pacers plutôt que côté Thunder. Mais voilà, défaite de 1 point où les Pacers n'ont pas réussi à dérouler leur jeu habituel, plus les Pacers ont eu un surplus d'efficacité à 3 points, plus OKC ne l'a pas eu. Hein, donc on peut avoir aussi sur le reste de la série, je dis pas que c'est rassurant, hein, parce que ça on le dit depuis 3 tours, Cleveland, New York et les finales, et à chaque fois ça se poursuit, mais peut-être qu'on peut avoir un peu d'optimisme en se disant, côté Thunder en tout cas, bon, si on refait la même performance, et on peut même faire mieux, hein, mais même si on fait la même performance et avec un côté aléatoire de shotmaking un peu différent et moins orienté Pacers, peut-être qu'on gagne le match de 1 point, peut-être qu'on gagne le match de 5 points, 10 points, etc., etc. Mais voilà pour dire un peu le bilan de comment est-ce que ce match a été gagné. Parlons un peu tactique maintenant, et d'ailleurs puisqu'on parle un peu d'efficacité à 3 points, on a dit 46% pour les Pacers surchauffe, ou en tout cas bon score, et à peine 36% pour OKC. L'autre clé pour moi, c'est que les deux équipes ont été nulles au panier. Nul, on peut aussi le prendre à l'envers. Les deux défenses ont été très performantes au panier, c'est-à-dire que l'efficacité de OKC en attaque au panier a été de 55% à peine, d'accord. D'ailleurs, plus pas tant que ça de lancers francs, ils ont à peine un score dans la moyenne par rapport à tous les autres perfs de la saison. Ils ont à peine un score dans la moyenne, donc il n'y a pas de surplus de lancers francs qui viendra un peu compenser les ratés au panier, non. Et de l'autre côté, donc les Pacers également, 57% au panier. 55 pour OKC, 57 pour Indiana. Mince, j'ai oublié de noter, je peux aller vous le dire en 2-3 clics. Grosso modo, c'est pas des bonnes perfs, hein, c'est des stats en termes d'efficacité au panier, 18e centile et 13e centile. Autant dire que les défenses ont été assez géniales au niveau du panier. Bon, pour OKC, on n'est pas tant que ça surpris, pour le coup. OKC, c'est aussi une équipe qui est assez élite au panier. D'ailleurs, au-delà de l'efficacité, ils ont aussi autorisé moins de tirs au panier, OKC, pour Indiana, parce qu'ils ont aussi de meilleurs schémas, assez agressifs, etc., etc. Donc ça, ok. Mais c'est vrai que pour le coup, hein, là encore, parlons un peu tactique et sortons un peu la simple variance au shoot. Je trouve que là, tactiquement, ça a été une vraie bataille qui a été remportée par Indiana. C'est à quel point est-ce que le panier a été bien défendu. Et donc, comment est-ce que tout ceci s'est mis en place ? En fait, on a eu bon, pour le résumer caricaturalement, on a un full defense, full agressif, extrêmement proactif sur notamment SGA. Mais pas que SGA, mais surtout SGA. Mais grosso modo, on avait un peu ce truc de la constante des adversaires de OKC. Dallas a fait ça l'an passé, Denver a fait ça cette année, les Wolves aussi l'ont fait. C'est-à-dire, on va plutôt parier sur le fait que les role-players ne mettront pas leurs 3 points et ou plutôt prioriser la défense intérieure du panier et de la raquette. Avec ce côté, parfois OKC va faire un kick-out et il y aura des 3 points ouverts pour OKC. C'est le compromis. Mais ce compromis, on est largement prêt à l'accepter parce que la priorité, c'est de défendre le panier. Pour plusieurs raisons, hein, parce que déjà, OKC ou pas OKC, de manière générale, le panier est la zone la plus dangereuse et là où les tirs sont les plus rentables. Donc, pour n'importe quelle équipe, oui, il vaut mieux prioriser la défense du panier et du cercle plutôt que le 3 points, mais de surcroît avec OKC. Ce raisonnement un peu général et qui tient pour absolument toutes les équipes se renforce et est encore plus valable pour OKC qui a le meilleur driver de NBA, ok, le meilleur score intérieur de NBA quasiment, pas quasiment, sur des drives, donc voilà. Et à l'inverse, qui a aussi un supporting cast qui parfois peut être un peu plus douteux. C'est un peu la seule faiblesse d'OKC, de cette équipe quasiment parfaite, c'est parfois, le spacing, il peut aller et venir. Hein. C'est comme ça que Dallas a gagné, c'est comme ça que Denver a failli gagner. Bon, malheureusement, les Wolves, eux, ils ont vu que les role-players d'OKC ont mis tous leurs 3 points, en tout cas beaucoup plus. Donc là, c'est passé. Mais là, on a eu ça de nouveau. Donc, disais-je, notamment sur SGA, on a eu un déploiement défensif et un quadrillage du terrain, pas forcément des pré-rotations, mais surtout, j'ai trouvé une activité assez admirable au niveau des drives. Des drives de SGA, notamment, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas tellement tout le monde qui va se resserrer très tôt dans la possession pour boucher l'espace. On peut le laisser commencer ses drives, mais par contre, dès qu'il pénètre un peu, hop, on jaillit sur le drive et on vient le gêner. Et on vient tenter d'être un obstacle. Donc c'est assez différent d'ailleurs de ce que faisait Denver, qui eux faisaient des pré-rotations. Vraiment, ils venaient très tôt dans la possession et avant que SGA commence le drive, hop, ça se resserrait et on se mettait à 2-3 mètres du shooter pour boucher l'espace. Là, c'est pas tant ça. Là, je trouve qu'il y a surtout un aspect dynamique de l'aide qui vient quand le ballon commence à driver. Et notamment, il y a eu des aides et des schémas à 2 étages. C'est surtout ça qui est assez admirable. C'est-à-dire,
Indiana a été agressif en premier rideau, donc les fameux stunts, les stunts en premier rideau. Donc le stunt, c'est par exemple un SGA qui va driver plein centre, et le défenseur qui est sur l'aile, hop, je stunt, je viens, je jaillis sur le drive, je m'interpose sur le drive, et stunt and recover, si la balle revient vers le shooter, je recover, je reviens vers mon shooter. Voilà, donc on a eu cette activité au niveau du nail, au niveau de la tête de raquette, donc sur ces stunts, premièrement, premier rideau, et puis aussi, et surtout, une activité en deuxième rideau. Et ça, c'est vrai que c'était un truc sur lequel j'avais un peu de doute, et c'est peut-être la faiblesse de cette défense d'Indiana, qui n'est pas forcément une défense magnifique en deuxième rideau, pour des rotations, pour couvrir les cuts, etc., etc. Là, je trouve qu'ils l'ont été, et surtout, l'accent a été mis par rapport à SGA, évidemment. Donc en fait, on a eu un SGA qui devait passer son attaquant, voire même le pick and roll, donc le deuxième défenseur qui défend le poseur d'écran, plus éventuellement en stunt, en premier rideau, en début de drive, en tête de raquette, plus également encore quelqu'un qui va arriver derrière en deuxième rideau sous le panier, ou pas loin du panier. Autant dire que ça fait quand même potentiellement jusqu'à 3 ou 4 obstacles pour que SGA aille jusqu'au panier. Bon, cela dit, il faut le dire aussi, Shai Gilgeous-Alexander a tout de même fait des actions assez incroyables, où justement, il arrive à naviguer entre premier obstacle, deuxième obstacle, troisième obstacle, comme ça, pour aller jusqu'au panier. Je crois qu'il y a une poignée de paniers comme ça, j'en ai une en tête, là où il attaque piqué dans l'entre petit, il évite un premier mec, il évite son propre défenseur, il y a une aide de Haliburton en haut de la raquette, et ensuite Siakam qui est en bas de la raquette, hop, je passe entre l'un, entre l'autre, entre de nouveau l'un et de nouveau l'autre, et je me faufile jusqu'au panier. Donc voilà, il y a quand même eu une des actions où SGA l'a fait. SGA est arrivé à passer malgré tout, malgré cette défense, aller jusqu'au panier, mais globalement, on a quand même eu cette présence en fait dans la raquette qui a permis tout ça. Et puis, également, il y a aussi eu des schémas assez cool, je trouve, de la part des Pacers, ce qu'on appelle parfois des peel switch. Donc peel, littéralement épluché, P-E-E-L. Qu'est-ce que c'était l'idée ? C'est-à-dire qu'on a Nembhard qui était sur SGA, qui essayait de coulisser devant SGA, sauf que SGA, une fois qu'il a passé le petit coup de rein, hop, je passe Nembhard, c'était pas fini. C'était pas fini, et on avait justement quelqu'un qui venait, hop, récupérer SGA en milieu de drive, et Nembhard, plutôt que de revenir en position sur SGA, Nembhard, peel switch, je reviens vers le shooter qui vient d'être abandonné. Voilà, donc SGA passe Nembhard, SGA est réceptionné par Naismith, notamment, qui a beaucoup fait ça, et Nembhard revient vers le shooter que Naismith a abandonné. Et ces schémas en peel switch, c'est pas forcément habituel côté Indiana, mais là ils ont été parfaitement exécutés, et en fait c'est un peu l'idée, un peu comme les stunts, un peu comme les aides au panier, mais grosso modo c'est un peu l'idée de dire, ok, même si tu nous bats en premier rideau, quelqu'un vient te récupérer, et en fait, voilà, t'as littéralement une deuxième isolation à jouer, un peu dans l'esprit, et donc ces schémas de peel switch ont été parfaitement exécutés, et plus, autre aspect, j'ai parlé des stunts, j'ai parlé des aides au panier, j'ai parlé des peel switch. Il y a aussi un autre truc qui ont fait beaucoup, remarquez-le si vous allez voir un peu les 3 points de OKC. Clairement, l'accent a été mis sur les mecs dans les corners, vous aider à partir des corners. Donc, c'est pas toujours le cas. Parfois, on aime bien ne pas aider à une passe près parce qu'on se dit, mince, une passe près, ça veut dire que la passe, on a une passe pour aller vers un shooter ouvert, donc on veut pas trop laisser un mec ouvert à une passe près. Là, en l'occurrence, Siakam qui a démarré en défense sur Lou Dort notamment, donc pour lui donner un peu plus de liberté par rapport à ça, il a pu aider en deuxième rideau au panier, mais aussi regardez un peu les actions d'OKC à 3 points dans les corners. On a des aides qui viennent depuis Indiana, des aides depuis les corners assez agressives, même très agressives relatives à d'habitude, et ça a marché, ça a marché pas mal pour, dans ce côté, amener un certain trafic dans la raquette pour limiter le plus possible les paniers dans la raquette. Et encore, SGA a été pas mal. SGA a été vraiment pas mal sur ce match-là, même si il n'a pas pu aller autant qu'il aurait voulu au panier. Il a dû aussi faire beaucoup de shot-making à 2 points, sur des longs tirs de points, des flotteurs, des pull-ups à 2 points. Et donc, ça a marché quand même. Il a fait une grosse perf au scoring, mais un peu moins au panier que ce qu'il aurait voulu. Mais c'est vrai que, par exemple, un mec comme Jalen Williams a aussi été pas mal affecté par ça. Lui est quand même un peu moins à l'aise. Bon, c'est pas du même niveau. Williams, c'est pas encore le meilleur driver de NBA comme SGA. Donc voilà, lui a été un peu plus affecté par ce trafic dans la raquette. Et de l'autre côté aussi, il faut le dire, on l'a déjà dit, mais le fait est que ces schémas agressifs, comment est-ce que tu peux les punir ? Tu peux les punir avec notamment des shooters qui mettent des 3 points. Quand il y a 14 mecs qui viennent dans la raquette sur Jalen Williams ou sur SGA, kick out à 3 points et le shooter met le 3 points parce que le 3 points est ouvert. En l'occurrence,
OKC n'a pas mis assez de ses 3 points, on a dit 36% à peine sur ce match-là. Et en plus, sur les 36, je crois que Lou Dort est quand même pas mal du tout en réussite, donc c'est pas pour dire, je veux pas faire une Rudy Garcia, mais je veux dire, vous savez, le fameux Rudy Garcia qui dit si on enlève les matchs, on a perdu 3-0 ou 4-0, on a la meilleure défense de NBA. Je veux pas dire ça, mais, mais c'est vrai que, non, juste pour dire à quel point, hormis Lou Dort qui a été très très en forme et qui a mis ses 3 points, si j'arrive à retrouver la stat, non, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, Williams 1 sur 4 à 3 points. Lou Dort, donc 5 sur 9, ok, mais Williams 1 sur 4, Chet 0 sur 1, Kayson Wallace 0 sur 3, Caruso 1 sur 4, et Isaiah Joe a mis un petit 3 points, 1 sur 1, mais il a pas joué beaucoup, on va en parler. Mais voilà, grosso modo, Supporting Cast n'a pas mis les 3 points, donc le pari philosophique défensif a été gagnant en fait. C'est risqué, mais contre OKC, ça se tente, et ça a été gagné sur ce match-là. Donc, bon point pour Indiana. Et vous voyez qu'on parle tactique, il n'y a pas que le shot-making à 3 points. On parle aussi tactique et j'ai vraiment été très agréablement surpris par ces schémas un peu défensifs d'Indiana. Parce que c'est pas de base leur force, mais voilà, collectivement, je trouve que les vis ont été bien resserrés. Je trouve que d'ailleurs, Mathurin a fait 15 minutes. Lui qui, il y a 2 ans, je trouvais qu'il était assez horrible en défensivement. J'ai vraiment été assez épaté là, par son match défensif, vraiment très cool. Obi Toppin n'a pas trop été ciblé non plus, il a plutôt pas mal tenu, bon à part une ou deux fois où il est toujours un peu en retard, ou même on-ball où Caruso fait une isolation sur lui, il arrive à provoquer une faute ou un N1, je sais plus, mais donc voilà, très bonne défense, mais cela dit, par rapport à OKC, non pas de l'autre côté mais toujours ce côté-là, mais version OKC, j'avoue que j'ai pas été convaincu par la structure de l'attaque sur ce match. Je trouve que on en avait parlé en preview, mais il y a un peu cet aspect où on peut s'attendre à ce qu'il y ait des stunts, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des aides, à ce que ça se resserre autour de SGA. Et donc, il faudrait idéalement, comme ils l'ont fait parfaitement autour d'avant, bien structurer le terrain pour qu'on ait un terrain relativement aéré autour de SGA, notamment les fameux systèmes de 1 dans le corner, personne sur l'aile, on met SGA sur l'aile, et un shooter, l'autre mec le plus proche, donc l'autre défenseur le plus proche, il est sur l'autre aile. Voilà, l'espèce de boulevard qu'on essaie de créer comme ça, quitte à mettre 2-3 mecs proches les uns des autres dans le corner opposé. Pas de spacing dans ce corner-là, mais c'est pas grave. Le but, c'est que on libère une allée complète pour SGA de l'autre côté sur une aile. Et c'est vrai que ça n'a pas été fait tant que ça, ce schéma-là, mais il y a aussi une autre raison, pour moi, qui doit aussi être rajoutée dans l'équation, c'est que Chet n'a pas été utilisé assez, voire même pas du tout, en tant que spacer. On va y venir, mais c'était aussi une question de match-up et de line-up, hein, on va détailler. Mais c'est vrai que Chet a été beaucoup utilisé en tant que screener, en tant que poseur d'écran, pour pouvoir cibler un peu un Miles Turner. Mais c'est vrai que de facto, tu retires de ton spacing, de tes mecs qui sont off-ball autour de la ligne à 3 points, tu retires un des, si ce n'est ton meilleur joueur là-dedans. Bon, peut-être le meilleur c'est Isaiah Joe, mais c'est un peu un joueur gadget. Mais parmi les mecs de rotation un peu normal, le meilleur shooter, le meilleur stunt beater, comme on l'appelle, c'est Chet. C'est Chet Holmgren. Or, là, Chet a été utilisé, et je crois que j'ai rarement vu, alors j'ai pas la stat, mais je l'ai rarement vu autant utilisé en tant que poseur d'écran, mais forcément, quand tu es poseur d'écran, tu es on-ball, et tu ne participes pas au spacing. Donc c'est quand même un peu différent. Tu peux participer si tu fais un pick and pop, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Donc il y a eu ce pari qui a été fait. On détaillera tout à l'heure sur les match-ups, mais le fait est que pour expliquer comment est-ce qu'ils n'ont pas pu punir ça, c'est que aussi Chet, ton meilleur élément, n'a pas été mis dans ce spacing. Au final, Isaiah Joe a mis un 3 points, mais Isaiah Joe n'a pas joué tant que ça. Également parce qu'il se fait cibler défensivement. On a vu que Mark Daniel l'a fait rentrer dès qu'il a vu TJ McConnell sur le terrain, en disant bon, on peut le cacher un peu là-dedans, mais McConnell a aussi réussi à le punir 2-3 fois. Donc voilà, je crois qu'au final, il fait, alors attendez, hop, j'ai pas noté, il fait 11 minutes, Isaiah Joe. Bon, là encore, je m'attends pas à ce qu'il en fasse 35, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des fois dans des séries contre des stunts, ça aurait été pas mal de l'avoir un peu plus. Il peut faire quand même, je pense, 15, 18, 20 minutes sur un match comme ça, et il peut te sortir, et peut-être ça va arriver, hein, mais il peut te sortir sur le match 2, 3, 4, 5, je ne sais pas. Il peut carrément te sortir un 6 sur 8 à 3 points avec 4 fois un 3 points pour battre des stunts, et comme ça, ensuite, la défense, elle flippe et elle arrête de quadriller autant, etc. etc. Donc voilà, Chet utilisé en screener et pas dans le spacing, Isaiah Joe très peu utilisé, et les autres, heureusement qu'il y a Lou Dort, hein, mais même Lou Dort, vous voyez, 5 sur 9, d'accord, mais dans le lot, c'est pas que des fois où il est dans le spacing. Je crois qu'il y a un step back à 3 points là, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, step back à 3 points, un peu sur transition, ok, d'accord, super. Et il y en a un autre où il est un peu pareil, un peu statique, tu sais pas pourquoi il prend un pull-up, mais voilà, ça n'a pas fait partie de manière organique du spacing, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Bref, avançons. Non, par rapport à ça, ce que j'ai appelé là, la fameuse attaque un peu structurée avec un boulevard sur l'aile,
un shooter dans le corner à une passe près et un shooter sur l'autre aile. Comme ça, il y a tout ce boulevard là énorme pour SGA. Cette tactique a été utilisée. Elle a été utilisée notamment en fin de match. 2-3 fois sur les dernières possessions, et notamment sur les 2 dernières. Le problème, c'est quoi? Et vous allez voir qu'on revient vers la défense d'Indiana. Le problème, c'est que première fois, avec une vingtaine de secondes restantes, SGA, il fait la passe à Williams, parce que c'est Jalen Williams qui est sur l'aile. Donc, stunt, je crois que c'est Naismith qui dézone et qui vient boucher l'espace très tôt en début de drive. Et donc, SGA fait la passe à Williams qui ne prend pas le 3 points, parce que c'est pas non plus un shooter à haut volume, etc. Tout ce qu'on peut dire. Peut-être que Isaiah Joe l'aurait pris, peut-être que Isaiah Joe se serait mis à, non pas un mètre derrière la ligne, mais peut-être 2 ou 3, et il aurait pu être un peu plus ouvert, il aurait pris le 3 points. Bref, Williams n'a pas pris le 3 points du tout, et ensuite il enchaîne sur un drive, et le drive est loupé, ok. Et puis, donc ça c'est l'avant-dernière action, l'avant-dernière possession d'OKC, stunt, et ce qui force SGA à lâcher la balle. Et donc dernière possession, SGA se dit non, même schéma, exactement pareil, un mec dans le corner, un mec sur l'aile, vous me laissez mon boulevard. Sauf que cette fois, toujours pareil, des stunts, le terrain se rétrécit, mais il s'en fiche, garde la balle, et il se retrouve avec un pull-up à 2 points, à 2 mètres du panier, qu'il aurait pu mettre, qu'il n'a pas mis. Malheureusement, bon, ça c'est le hasard aussi. Enfin, le hasard. Ça peut arriver, je veux dire. T'es pas censé mettre 100% de tes pull-ups, mais avec, là encore, Nembhard qui fait un premier rideau assez génial, et des 2 côtés, un peu des stuns qui viennent le gêner, qui l'empêchent de, par exemple, s'arrêter puis repartir d'un côté, se libérer un step back côté droit à 2 mètres de Nembhard, etc., etc. Non, le terrain était bien rétréci, donc il a été obligé de prendre un peu un pull-up à 2 points un peu compliqué. Il aurait pu le mettre, et ça aurait peut-être plié le match, même sans doute, mais il l'a pas mis. Donc voilà, un peu pour décrire, cette tactique a été utilisée sur la fin de match, et qui montre aussi à quel point ces stunts ont pu faire du mal. Donc bref, voilà. D'ailleurs, autre élément sur ce match que j'ai pas encore cité, le rebond. Et oui, le rebond. Pour le coup, c'est un truc qu'on avait dit en preview, c'est que la seule faiblesse de OKC, c'est défensivement, c'est le rebond. C'est pas une équipe qui va sécuriser à ce point le rebond, et ça tombait plutôt bien pour OKC, puisque Indiana n'est pas une attaque qui se repose beaucoup sur le rebond offensif. Or, là, ils l'ont fait. Et c'est marrant parce que ça rejoint un peu, vous voyez, autant le match-up contre Denver. Bon, Denver est une équipe d'élite au rebond offensif qui se repose beaucoup sur ce rebond offensif. Jokic, Gordon, Michael Porter, même tous les mecs qui, même collectivement, ils attaquent à plusieurs le rebond offensif. Bon, le fait que Denver aille chercher des rebonds contre cette faiblesse d'OKC, on n'est pas surpris. Mais là, ça me rappelle un peu ce qu'a fait Dallas l'an passé. C'est-à-dire que Dallas, pareil, Dallas de base, ce n'est pas du tout, enfin le Dallas 2024, pardon, c'était une attaque qui ne se reposait pas tant que ça sur le rebond offensif. Mais en affrontant une équipe qui a sa faiblesse sur ce domaine-là, Dallas et Jason Kidd, l'an passé, avaient un peu joué cette carte. En mode, on va un peu plus attaquer le rebond offensif parce que eux, ils sont assez mauvais. Donc, il y a un truc à faire. C'est pas notre identité, mais il y a un truc à faire. Et en effet, ça a marché. Ça a marché aussi pour d'autres raisons, on va développer. Mais en tout cas, dans les faits, ils s'en sortent avec... OKC, eux de l'autre côté, prennent à peine 23% de rebond offensif. Quand eux attaquaient, c'est une perte dans le 22e centile, mais là encore, on n'est pas surpris. OKC ne se repose pas sur le rebond offensif, d'accord. Et par contre, les Pacers, 35% de rebond offensif. Donc, ça vient un peu, mine de rien, équilibrer un tout petit peu la bataille des possessions qu'on a un peu développée tout à l'heure, où OKC a provoqué beaucoup de pertes de balles et en perdant très peu. Donc on se dit, ok, ils ont gagné à ce point la bataille des possessions. Heureusement, le rebond est venu un peu compenser pour les Pacers avec tous ces rebonds offensifs. Donc une stratégie en mode, en face, ils sont pas très bons. En plus, en face, on y arrive justement. Ils ont joué surtout avec un big et pas 2. Donc, ils étaient encore plus friables et encore plus fragiles que d'habitude au niveau du rebond. Mais aussi, il y a des éléments tactiques là-dedans et des éléments un peu concrets. C'est-à-dire qu'il y a des fois, non seulement OKC joue avec un big, et je crois jamais avec à la fois Chet et Hartenstein ensemble, donc 0 minutes avec 2 bigs, mais surtout, on a aussi eu pas mal de minutes avec des ultra small ball. Et c'est pas parce que OKC a perdu le match que aujourd'hui, là, on va critiquer ce ultra small ball qui a marché pas mal, qui a failli marcher, qui a failli leur faire gagner le match. Je trouve que c'était un ultra small ball de qualité. On va pas tout mettre à la poubelle parce qu'ils ont perdu de 1 point sur un money time improbable de la magie des Pacers. Mais tout de même, ça a bien marché, en partie dans le match. Après, cependant et en même temps, il y a aussi un compromis avec ce ultra small ball. Ça a été que t'es un peu plus fragile au niveau du rebond. Encore plus fragile au niveau du rebond, surtout quand ton poste 5, c'est un Jalen Williams, et que de l'autre côté, eux, ils ont par exemple un Siakam qui est un peu plus typé vrai intérieur, quoi. Donc voilà, et puis d'ailleurs, tu n'avais même pas forcément Jalen Williams sur Pascal Siakam.
Le ultra small ball, c'était donc SGA, Lou Dort, Caruso, Cason Wallace et Jalen Williams en poste 5 entre guillemets. Donc le ultra small ball a un peu souffert là-dessus au niveau du rebond. Donc tant mieux pour Indiana parce qu'ils ont pu un peu gratter et faire mal sur ces minutes-là. Et puis même alors versus ce small ball, mais même versus des line-up avec un big, OKC a également pas mal switché. Et donc, qui dit switch veut dire forcément un mismatch. Et on pense souvent au mismatch sur le ballon, hein, genre, je sais pas moi, Chet qui switch sur Liberton, et donc on a un mismatch ici sur le ballon dans le périmètre, mais le switch est aussi crée un autre mismatch, c'est un mismatch sur le deuxième joueur, quoi. Et donc, notamment, ça a été visible beaucoup sur la fin de match, mais ça a été le cas aussi en première mi-temps versus le small ball ou versus des line-up un big. C'est que parfois tu avais Turner qui était parti Lou Dort, tu avais Pascal Siakam qui avait eu un switch, le pick and roll avait switché, il se retrouve avec Cason Wallace sur lui, donc voilà, tu as aussi des mismatchs au niveau du rebond offensif, donc ça a aussi participé. Pour le coup, là encore, c'est un peu un compromis par rapport au schéma d'OKC qui sont comme ça depuis toujours, c'est que on switch relativement facilement, notamment les postes extérieurs, hein, les postes 1 à 4, on fait ce qu'on appelle des soft switch au niveau de n'importe quel type d'action, comme ça, aucun décalage, aucune prise de risque au niveau des écrans et des actions à droite à gauche, mais c'est vrai que parfois tu peux en arriver à créer des mismatchs, notamment en rebond, et donc c'est aussi pour ça que la consigne d'attaquer le rebond offensif a été d'autant plus importante, parce que tu sais que face à ces soft switch de OKC, tu peux avoir ce genre de mismatch. Donc, au final, alors j'ai parlé de pourcentage de rebonds offensifs, je peux vous donner les stats bruts si vous voulez. On est à 13 rebonds offensifs sur Indiana, sur ce match-là. Donc voilà, et je ne sais pas combien sur la fin de match, mais notamment 4 pour Siakam et 5 pour Turner. Voilà, une partie de ceux-ci ont été réalisés contre des petits. D'ailleurs, puisqu'on parle un peu de rebonds, c'est peut-être le moment d'en parler. OKC a changé ses titulaires. Et plus que les titulaires, pour le coup, c'est le fait aussi que OKC, on l'a déjà un peu dit, OKC n'a jamais joué, je crois, sauf une minute par-ci par-là, mais n'a pas joué avec ses line-up à 2 big. Donc c'est un peu le changement. C'est aussi pour ça que nous, en preview, on s'était un peu trituré la tête. On avait fait pas mal de minutes sur les match-ups défensifs, des deux côtés d'ailleurs, côté Indiana, mais aussi côté défense de OKC. Qui va être sur qui? Attends, il y a les deux line-up, donc est-ce qu'on met Hartenstein sur Turner, mais où est-ce qu'ensuite on met Chet? Est-ce que Chet va être sur Siakam? Mais c'est pas top parce que Chet sur Siakam, ça veut dire que Chet ne peut pas être off-ball, il va devoir défendre un peu on-ball quand Siakam va l'attaquer. Est-ce qu'on met Jalen Williams plutôt, mais ça veut dire que Chet va défendre le petit Nembhard, mais etc., etc. Enfin bref, beaucoup de casse-tête finalement. Bon, au passage, j'ai quand même dit dans la preview que je pensais qu'au bout d'un moment, on aurait un Caruso titulaire. Plutôt que Hartenstein, je crois que j'ai dit match 2 ou 3. Finalement, on l'a eu dès le match 1. Mais c'était pas Caruso, mais c'était, voilà, bon, vous avez compris l'idée. Mais voilà, c'est un truc qu'ils ont déjà fait. On l'avait dit en preview, mais c'est un truc qu'ils ont déjà fait, de supprimer un peu l'aspect double big, notamment contre Denver, où je crois que c'est Caruso, ou voilà, ce qui est titulaire aussi, je crois, sur ce tour-là, le deuxième tour. Mais bref, on s'en fiche. Mais le choix a été fait de partir sur des line-up à un seul big. Ce qui d'ailleurs est différent de Denver, où Denver, certes, on a eu Caruso qui a commencé un match ou deux, je crois, ou même plus, mais on a eu quand même parfois des minutes avec les deux bigs, notamment face à Jokic. Ok, là, c'est pas pareil. Là, on a un vrai choix stratégique et philosophique de dire non, seulement Chet titulaire, et puis Hartenstein sera son backup. Bon, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors que moi, en plus, en preview, j'avais dit, on va rester avec deux bigs, et idéalement, il ne faudrait pas avoir un Chet Holmgren avec les mêmes minutes que Turner, parce que Turner et son 3 points peuvent éloigner du panier Chet Holmgren. Donc, c'est pas bien. Pourtant, Mark Daigneault a fait ça. Mark Daigneault est parti sur un line-up et des line-up, 100% de line-up quasiment, avec un seul big. Le raisonnement pour moi, il est le suivant. Pourquoi est-ce que Mark Daigneault a fait ça? Ce n'est pas pour la défense d'OKC, c'est pour la défense des Pacers. Et grosso modo, donc défensivement, Chet était sur Turner, d'accord, et donc ce qui a permis aussi de mettre Jalen Williams sur Pascal Siakam, SGA sur Nesmith, bon ça ok. Cason Wallace, qui est rajouté en tant que titulaire, se retrouve sur Nembhard, donc là on a plutôt un bon match-up de petits ensemble, on va dire. Et puis Lou Dort sur Haliburton. Alors que, souvenez-vous, comme on avait dit en preview, avec Hartenstein, il aurait été lui sur Turner, et ensuite Chet, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met sur Siakam, mais c'est pas top? Est-ce qu'on le met sur Nembhard, mais c'est pas top non plus? Là, on règle le problème avec Cason Wallace qui prend Nembhard et Williams qui peut donc prendre Siakam, le même morphotype, le même meilleur match-up. Ok, mais le choix a été fait pourquoi, disais-je, pardon? Parce que, à mon avis, c'était un choix et un pari pour faire en sorte que défensivement, les Pacers soient obligés de mettre Miles Turner
sur Chet Holmgren. Je pense que c'était la première raison et la raison principale de ces line-up, c'est de forcer la défense des Pacers à mettre Turner sur Chet Holmgren. Parce que, littéralement, c'est le seul big du line-up. Hein. C'est un peu l'idée. Tu vas pas, où est-ce que tu peux le mettre d'autre Tu vas pas non plus tenter de le mettre sur Jalen Williams, sinon Williams va l'attaquer dans le périmètre en 1 contre 1, etc., etc. Et tu vas pas non plus le mettre sur SGA, sur Ludort. Non, ça se fait pas trop. Donc, forcément, quand tu mets qu'un seul big et que celui-ci, c'est Chet Holmgren, bah, forcément, tu forces un peu les Pacers à le mettre sur Chet. Et notamment, c'est vrai que, regardez le tour d'avant, les Knicks, Thibodeau a voulu jouer beaucoup le rebond offensif, donc beaucoup jouer avec Mitchell Robinson, ce qui a permis que Miles Turner se cache un peu sur Mitchell Robinson, qui est un non-shooter, et donc plutôt que de le voir être trimballé dans le périmètre ou être mis à mal parce qu'il devait défendre Karl Anthony Towns. Donc, on a vu que ça, c'était aussi une des leçons du tour d'avant. Là, je pense que le pari a été fait pour ça. Le pari a été fait pour, tiens, on met qu'un seul big, comme ça, t'es obligé de mettre Turner sur Chet, et à partir de là, on peut un peu plus souvent t'attaquer. Parce que, il y a un autre truc aussi que j'avais dit en preview, qui s'est avéré totalement faux, enfin, en partie. J'avais dit, au final, l'attaque d'OKC n'a même pas tant besoin que ça d'attaquer Miles Turner. Je pense pas que, comme je dis, pour moi, SGA ne va pas tant que ça, il n'y a pas trop d'intérêt d'attaquer Miles Turner. Or, qu'est-ce qu'on a vu ? Ça a été tout l'inverse. Vraiment tout l'inverse, c'est-à-dire que ce match-là, SGA a attaqué encore et encore et encore sur pick and roll plutôt que, comme il aime bien faire parfois, soit isolation, soit pick and roll entre petits. Là non, là on a eu un peu plus du pick and roll classique poste 1, poste 5, donc pour cibler Turner. Mais pourquoi est-ce que j'avais dit ça ? Souvenez-vous, si vous aviez écouté les previews pour le coup, c'était en réalité que je disais, bon, si le poseur d'écran c'est Hartenstein, au final, il n'y a pas tant que ça d'intérêt à passer par Miles Turner, à attaquer à travers Turner, parce que Hartenstein n'a ni le pick and pop, ni le pick and roll. Il n'a pas la verticalité pour plonger dans le dos de la défense et avoir cette menace de alley-oop qui met la pression sur le panier, qui fait reculer l'intérieur, etc., etc. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais dit, je pense que ça passera pas par Turner. Or, là, ça a été l'inverse qui a été fait, c'est-à-dire Mark Daniel qui fait exprès d'avoir que Chet. Comme ça, on a en effet une vraie belle menace de scoring de pick and roll pour pouvoir attaquer Miles Turner. Et ainsi, le plan de jeu de dire on va pouvoir cibler Turner qui est pas un défenseur parfait de pick and roll, il hésite parfois, enfin il hésite, c'est pas lui, c'est Indiana. Est-ce qu'on fait en drop ? Est-ce qu'on reste en drop ? Donc c'est-à-dire on le fait attendre très bas par rapport au niveau de l'écran, mais ça laisse de l'espace pour le pull-up à 3 points, le pull-up à 2 points, ça laisse de l'espace pour que SGA puisse pénétrer. Ou est-ce qu'on le fait step up un peu, on le fait monter au niveau des écrans, au niveau de l'écran, voire même au-delà du niveau de l'écran, mais c'est un mec mobile, mais pas à ce point mobile. Donc je pense que le plan de jeu ça a été de dire on va essayer de cibler Turner. Et pour ce faire, on va essayer de le bloquer dans un match-up qui est le match-up de Chet Holmgren. Et c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de pick and roll SGA et Chet et donc beaucoup de ciblage de Turner parce qu'on avait enfin la bonne manière de le faire, on va dire, premièrement. Deuxièmement, pour moi, la deuxième raison aussi de ce move, elle est assez triviale également et elle a plutôt très très bien marché celle-ci, c'est que finalement, de jouer avec un seul big, tu présentais des line-up qui étaient beaucoup plus rapides. On l'avait bien détaillé, à quel point l'attaque des Pacers, la transition fait partie de leur jeu, et intégralement de leur jeu, de leur identité, et notamment avec l'aspect de multiples porteurs de balles. Il n'y a pas que Haliburton, il n'y a pas que Haliburton tout court, il n'y a pas qu'un seul moteur de transition, il y a aussi Siakam, il y a aussi Nembhard, il y a aussi Mathurin, il y a aussi plein de mecs, quasiment tous peuvent remonter la balle, parce que c'est tous à peu près des très bons, ou des bons porteurs de balles, poste extérieur ou intérieur, donc il y a cette manière d'initier la transition, qui peut venir d'un peu partout, un peu tout le temps, et également qui est une vraie partie importante de leur attaque. Donc, le fait de jouer avec un seul big Chet Holmgren, ça permet de rajouter dans le line-up Casey Wallace, qui, au niveau des match-ups de demi-terrain, on l'a dit, Wallace c'est quand même un peu mieux sur Nembhard, déjà, donc ça c'est pas mal, mais aussi, tu te présentes avec des line-up qui sont à peu près, sans doute beaucoup plus mobiles et beaucoup plus compétents pour défendre la transition. Et ça, je pense que ça a marché. Ça a marché, et c'est pour ça qu'on a vu aussi peu de transition, où Indiana soit en faire aussi peu et pas être fantastique au niveau des points générés sur contre-attaque, ou alors même carrément ne plus essayer. Moi j'ai quasiment vu des Pacers, c'est un peu ma déception, des Pacers ne pas tenter d'accélérer. Et à mon avis, c'est peut-être aussi un effet dissuasif des line-up d'OKC en mode voilà, nous on est prêts, on a le matos et on a le bon matos. Alors que c'est vrai qu'avec deux bigs et notamment Hartenstein, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. D'ailleurs, on parlait un peu des match-ups individuels. Imaginons que ce qu'on avait dit, mettre un peu du Chet Holmgren sur Nembhard pour lui dire allez, tu l'abandonnes, tu vas roamer autour du panier ou ce genre de choses.
bon, forcément, quand tu commences un peu à croiser les match-up, c'est dangereux face à une équipe de transition. C'est très dangereux. Et donc, notamment, si de facto, tu as Hartenstein qui est sur Siakam, on a bien vu que Siakam contre Towns au tour d'avant, il a pu s'échapper, il a pu scorer en transition encore et encore et encore. Donc voilà, toujours un peu compliqué de croiser les match-ups et de pas respecter un peu, on va dire, les morphotypes. Là, pour moi, ça permettait de faire ça. Ça permettait d'avoir des line-up plus rapides à peu près tout le temps parce que tu n'avais qu'un seul big et pas deux. Et contre Indiana, c'est la priorité, à mon avis. Plus le fait aussi que, d'ailleurs, on a vu, c'était marrant, des deux côtés, je trouve que Haliburton et SGA ont remonté très peu la balle l'un et l'autre sur ce match. De même assez un niveau presque record du nombre de fois assez faible où à la fois Haliburton et à la fois SGA ont remonté la balle, ça passait toujours quasiment par d'autres. À OKC, on l'a beaucoup fait avec du Caruso ou du Casey Nolas, qui lui-même remontait beaucoup la balle et initiait l'action. Et pareil côté Pacers. Lou Dort en pressing tout terrain sur Haliburton pour le freiner et pour que la balle passe ailleurs, ou même quand la balle allait à Haliburton le freiner. Donc voilà, je pense que c'est aussi, premièrement, forcer le match-up Turner sur Chet, premier avantage, pour ensuite l'exploiter sur pick and roll. Le deuxième, c'est ça, c'est la transition. Et ça a bien marché. Et puis aussi, troisième avantage, à mon avis, c'est que ça réglait un peu la question du backup, pour le coup. Parce que forcément, on se disait qui va être le backup big, ou qui va être dans la rotation des bigs à OKC. Bon, il y a l'option un peu de Kenrich Williams, qui est sympathique, qui est très sympathique, mais qui est un peu un backup un peu undersized, un peu petit. Bon, ça, c'est pas hyper grave, mais qui, et surtout, n'est pas non plus un shooter extrêmement respecté, ni à haut volume, ni à bonne qualité. L'autre option, c'est Jalen Williams, mais pour le coup, comme on avait un peu deviné en preview, ça m'étonnerait qu'on le voit beaucoup sur la série parce que défensivement, c'est un mec un peu fragile, quoi. Et lui, pour le coup, il peut pas tant que ça edge et donc un peu gêné à Haliburton. Il peut pas non plus drop, non plus. Il est pas bon sur cet exercice du pick and roll. Il peut pas non plus switch. Donc, grosso modo, si tu joues un peu avec des line-up avec deux bigs, il faut à un moment donné que tu aies un troisième qui fasse partie de la rotation. Or, peut-être qu'un Jalen Williams t'aurait coûté un peu trop de points défensivement. Après, je dis ça maintenant, et je pense que ça a été un peu le raisonnement, mais peut-être qu'on va réussir à le sortir de sa boîte à un moment donné dans la série, j'en doute pas. Mais ça permettait un peu de régler cette question du backup, qui n'a jamais été vraiment très claire. Il y a plusieurs options, mais aucune n'est parfaite, entre guillemets. Donc, c'était soit Chet, soit Hartenstein, ou soit, on a vu, carrément, du ultra small ball. Donc, voilà. Néanmoins, une fois qu'on a présenté le pourquoi, est-ce que Mark Daigneault a fait ça, maintenant, est-ce que ça a marché? La transition, oui, on l'a dit. Le pick and roll, c'est vrai que je reste un peu sur ma faim. Notamment parce que, bon, il y a eu des bonnes actions où en effet le pick and pop dans le chat a fait du bien. Et donc là où par exemple parfois il était ouvert, pick and pop, ou alors parfois quand Miles Turner était obligé d'accourir un peu en retard, je contiens un peu SGA et puis je reviens vite sur le pick and pop. Je crois qu'il y a une action en début de match où Chet peut attaquer en sortie de dribble parce que close out un peu de Turner qui est un peu à la bourre et en retard. Donc Chet attaque en drive et va jusqu'au panier, et va scorer au panier. Donc ça a pu marcher, pas mal, ça a pu marcher au niveau du pick and pop. Le pick and roll, on l'a pas vu. Il n'y a eu aucune action, aucun panier facile autorisé au panier, mais bon, on en revient à ça au schéma un peu collectif d'Indiana qui a bien protégé aussi. Donc en dehors du pick and roll, il y avait des stunts, il y avait des mecs en deuxième rideau pour empêcher un alley-oop, etc., boucher l'accès au panier ou créer du trafic, on l'a dit. Mais c'est vrai que, j'en reviens à ça, on en a parlé tout à l'heure vis-à-vis du 3 points, mais là où j'ai pas aimé, c'est que, premièrement, on sait que l'attaque peut attaquer autrement. On sait que l'attaque peut se débrouiller très bien sans forcément faire un plan de jeu où tu te dis tu vas cibler Turner. Je pense que passer par des isolations de SGA bien organisées, plus des pick and roll où tu vas cibler Haliburton, plus ensuite création secondaire par Williams ou par Hartenstein, ça passe. Donc, si vous voulez, il n'y a pas ce besoin absolu, pour moi en tout cas, il n'y a pas ce besoin absolu de dire non, il faut tout changer pour pouvoir cibler Turner. Je pense que l'attaque de Casey peut exister autrement sans ça, premièrement. Et surtout, deuxièmement, c'est le fait de retirer Chet du spacing. Ça m'a pas trop plu. Ça m'a pas plu parce que vraiment, on a cet aspect où OKC est limité là-dessus. OKC n'a pas tant que ça de bons shooters, n'a pas tant que ça de mecs qui peuvent battre les stunts ou mettre des 3 points quand ça se resserre autour de la raquette et que ça kick out sur un shooter. Chet fait partie de ces mecs-là. Et le fait de l'utiliser autant en tant que screener, en tant que poseur d'écran, tu affaiblis indirectement ton spacing. Et puis, il y a aussi la question qu'on a abordée du rebond. Forcément, avec ces line-up plus petits, tu as un peu souffert au niveau des rebonds. Donc comment fait-on Comment fait-on à partir de là? Il y a toujours l'option, on verra, mais il y a toujours un peu l'option de est-ce qu'on pourrait pas repasser avec des gros? Est-ce qu'on pourrait pas repasser avec retitulariser un peu Hartenstein et même au cours du match refaire des séquences avec et Hartenstein et Chet Holmgren?
L'avantage, ce serait quoi? Ce serait que on pourrait profiter d'avoir un bien meilleur poseur d'écran, Hartenstein, qui, en tant que scoreur, ensuite, après l'écran, n'est pas dangereux. Ok, il peut pas rouler au panier, en tout cas en verticalité. Il peut pas aller au pick and pop, mais il a un petit flotteur qui est sympa. Donc, dans le cas où ça fait des edges un peu soft ou même des drops, enfin bref, la balle peut arriver ensuite sur Hartenstein qui fait son flotteur dans la mi-distance, d'accord. Mais surtout, il y aura aussi la possibilité de mettre pas loin Chet Holmgren. Donc, c'est-à-dire qu'avec Hartenstein et Chet ensemble sur le terrain, tu peux tout de même viser et cibler un Turner en l'amenant sur le ballon, puisque Turner va défendre Hartenstein, a priori, hein, et je pense que c'est plutôt le truc voulu, si tu as Hartenstein sur le terrain. Donc, Turner sur le ballon, que tu attaques frontalement, et la différence, c'est que tu as Chet qui fait partie du spacing à côté. Donc, si tu as une aide, ou une ou plusieurs, le ballon, tu fais extra passe, et puis à la fin, ça peut trouver un Chet ouvert à 3 points. C'est quand même peut-être une meilleure utilisation. De même, si tu repasses avec ces deux gros, peut-être que le rebond défensif peut être un peu mieux, et même, tu fais coup double, c'est-à-dire que tu peux un peu plus sécuriser le rebond défensif, voire même faire encore plus mal au niveau du rebond offensif. Ça a ses risques, hein. On l'a déjà dit en preview, plus tu vas attaquer le rebond offensif, plus tu vas être vulnérable à la transition. Donc attention à pas trop le faire non plus. Mais voilà, pourquoi pas aussi tenter ce pari-là. Il y aurait un peu ce raisonnement, en tout cas, de repasser avec des gros pour être mieux au rebond défensif, être mieux potentiellement aussi au rebond offensif, et permettre un peu de retrouver Chet le shooter, vu que Isaiah Joe va pas pouvoir jouer, pas trop en tout cas, à cause de sa défense. Donc moi, je pense que tu as quand même un peu besoin d'un Chet un peu plus off-ball. Donc on verra, que ce soit avec Hartenstein ou pas, même sur le match 2, même si on reste avec ces line-up un peu petits, un peu avec un seul big, même dans ce cas-là, j'aimerais bien revoir des systèmes un peu autres et que Chet soit plus souvent, on va dire, off-ball et par exemple sur l'aile. Il attend sur l'aile, il représente une menace à 3 points et ça peut être un autre poseur d'écran, ça peut être Williams, ça peut être pick and roll entre tout petits, etc., etc. Mais voilà, même dans ce genre de line-up, tu peux aussi essayer de replacer et réutiliser Chet autrement. Ce sera à voir, mais comme on a dit aussi, il y a quand même un truc qui a bien marché, et pas des moindres, c'est que ces line-up petits ont tout de même permis de limiter grandement la transition. Donc à quel point tu veux te dire repasser sur un line-up de gros. Enfin voilà, chaque move a ses conséquences. C'est un peu toujours pareil. Donc tu peux pas dire on repasse en gros et penser qu'aux avantages. Non, il faut aussi penser aux inconvénients. Donc il y a des trucs que tu fais bien, il y a des trucs que tu fais pas bien. Quand tu changes, ça change les deux. Donc voilà, c'est facile de dire repasse en gros, mais il y a aussi une autre conséquence qu'il faut pas oublier, c'est à quel point si tu repasses en gros, Indiana va pas se dire ah tiens, c'est notre chance, et là Indiana va gagner le match 2 ou le match 3 avec des tonnes de points en transition. C'est aussi à garder en tête. Cela dit, pour rester un peu dans ce côté double line-up à deux big, on a parlé de l'attaque de OKC. Je pense que défensivement aussi, ça pourrait être sympa. En tout cas, ça aurait ses avantages, évidemment. Notamment le fait que là, bon, bah forcément, tu mets que Chet, comme ça, Turner est obligé d'être sur lui, hein, pour la défense des Pacers, et ça a son lot d'intérêt pour cibler Turner, etc., on a expliqué. Mais le problème, c'est que toi-même, tu fais pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que toi-même, vu que tu n'as qu'un seul big sur le terrain, Chet Holmgren, bah ça veut dire que Chet, il est coincé sur Turner. Et pour moi, là-dessus, c'est un peu, bon, ça, si c'est le compromis pour que mieux attaquer de l'autre côté sur Turner, etc., bon, à la limite, d'accord, et ça a failli passer, hein, vous avez vu qu'ils ont failli gagner d'un point, blablabla, etc. Mais c'est vrai que c'est un truc que ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop, je suis pas trop fan. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en preview, je disais, idéalement, parce que je pensais que ça jouerait avec deux bigs, un peu comme d'habitude, je disais, on fait sortir le plus tôt possible Chet, et idéalement, on met Chet sur le terrain quand Turner n'est pas là, quoi. On laisse plutôt Hartenstein dans un premier temps sur le terrain, contre les titulaires et contre Turner, et comme ça, on a ensuite Chet qui n'est pas contre Turner. Comme ça, quand Chet est sur le terrain, il n'y a pas Turner en face. Et donc, Chet peut un peu plus abandonner son match-up, qui va être un moins bon shooter que Miles Turner, et pouvoir roder autour du panier, etc., etc. Donc moi, c'est pour ça que j'avais dit en preview, il faut pas aligner les minutes ensemble, Chet et Turner. Et là, c'est un peu l'inverse qui se passe. Et encore, hein, la défense a été tellement bonne que ça a failli passer. Mais en tout cas, sur les séquences en question, moi je trouve que Chet se fait quand même un peu éloigné du panier par notre ami Turner. Alors, on peut toujours faire des switch off-ball et tout. Il y a une fois, il y a une possession, je crois que c'est deuxième mi-temps, où en milieu de possession, il voit que Turner commence à remonter à 3 points plutôt que rester dans le corner. Il dit attends, switch, je crois qu'il dit à Ron Wiggins, tiens, toi prends Turner qui monte, etc. Mais bon, c'est ce genre de move qui est un peu risqué parce que pendant ce temps, il y a un cut de l'autre côté qui se fait par les Pacers, etc., etc. Et de l'autre côté, quand on est un peu fixe sur ce match-up, bon, à Liberton, son pick and roll avec Turner,
bah t'as forcément une option en pick and pop qui fait que Chet est un peu déchiré en deux. Chet est un peu déchiré entre je reste sur Haliburton ou je reviens sur le pick and pop. Et il y a pas mal de fois où j'ai trouvé que c'est un peu dommage parce qu'il a été mis, non pas en difficulté, mais il doit un peu faire ce travail un peu on-ball, puisque le pick and roll à Haliburton-Turner, c'est un peu un classique de l'attaque des Pacers. Donc, finalement, non seulement tu le mets en difficulté, entre guillemets, parce que tu lui demandes un peu de couvrir les deux à la fois, premièrement, mais en plus, il ne profite pas de la vraie valeur de Chet, à mon avis, qu'on a vu éclatante contre les Wolves, c'est d'avoir Chet off-ball. C'est vraiment ça là où il est le meilleur. Il a écrasé les Wolves avec le côté où il était off-ball en tant que libéro défensif, en tant que safety, le terme que vous voulez utiliser. Mais grosso modo, il restait autour du panier en défendant McDaniels ou justement en ne le défendant pas et en supprimant l'efficacité adverse au panier. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il a été un peu baladé défensivement. Donc c'est un peu dommage et c'est un truc que tu peux régler facilement. Si Hartenstein est sur le terrain, ça veut dire que c'est lui qui doit un peu galérer face à Turner, mais au moins tu as Chet off-ball sur une majorité de possessions qui peut rôder autour du panier. Bon, après, reste à voir sur qui est-ce qu'on le met, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons shooters dans cette équipe, donc c'est pas évident non plus. Mais voilà, sur la question du pick and pop, tu peux aussi te dire que sur le pick and roll en question, Hartenstein va pas tant que ça contenir Haliburton, il va rester un peu accroché à Turner, et Haliburton peut débouler dans la raquette, mais Chet, qui est off-ball, l'attend et l'attend autour du panier. Et donc, grosso modo, c'est Haliburton, il sort de l'écran, il est ouvert, mais il peut pas aller jusqu'au panier, parce qu'au panier, il y a Chet. Donc, je prends un long tir à 2 points, ou un flotteur un peu contesté, etc. Mais voilà, il y a moyen de bricoler. Il y aurait moyen de bricoler. Mais en tout cas, de facto, pour l'instant, on n'a pas trop un Chet qui peut être déployé off-ball parce que, dans les faits, il est beaucoup utilisé on-ball. Il est beaucoup utilisé, il est beaucoup impliqué sur le ballon. Et d'ailleurs, ça fait partie du plan de jeu des Pacers de l'impliquer on-ball pour que le deuxième rideau soit un peu moins performant que d'habitude. Et même au-delà de ça, même quand il est off-ball, c'est vrai que, par exemple, un Turner se met sur l'aile, le fameux 5 slot, le 5 dans le slot, donc sur l'aile, et ça permet un peu qu'il soit pas autour du panier. Donc même sur des actions où Turner n'a pas la balle et n'est pas impliqué sur le ballon, il y a ce positionnement sur l'aile qui éloigne Chet du panier. Pareil d'ailleurs pour Obi Toppin, qui comme ça appuie un peu éloigné du panier avec la seconde unité, notre ami Hartenstein, qui s'est retrouvé bloqué sur l'aile, parfois sur quelques possessions, et pas autour du panier. Et puis non. Donc ça c'est, pardon, on l'a pas dit encore, le pick and roll Haliburton-Turner. Donc, comment est-ce que ça a été défendu ? Première mi-temps, on est parti sur du truc un peu classique, soit du soft edge, soit du drop un peu. Donc, grosso modo, on défend à 2 contre 1 sur Haliburton, au moins momentanément, et pick and pop de Turner, et on demandait à Chet de faire l'essuie-glace. Voilà, ça c'est un peu classique. Sauf que ça a quand même posé pas mal de problèmes, je trouve. Ça a créé pas mal de décalage, et ça c'est un peu le problème quand tu te mets à 2 sur Haliburton. Son passing peut trouver des solutions. Ça a été fait, et en plus la solution c'est un mec qui est menaçant, enfin une vraie menace à 3 points. Donc voilà. Donc ce qui a été fait deuxième mi-temps, c'est que on a vu le OKC commencer à se dire on va switcher. Comme ça, on switch. Et si on change sur l'écran, ça veut dire que mécaniquement, il n'y a aucun décalage qui est concédé sur le pick and roll. Voilà, Chet sur Haliburton et Lou Dort sur Turner. Et personne n'est ouvert à un moment donné de l'action. Bon, le problème, c'est qu'on a retrouvé le très bon Miles Turner, non pas en pick and pop, mais la menace de mismatch. Je m'explique. On l'a déjà vu contre les Cavs à l'époque. C'était un peu le côté, les Cavs ont voulu switcher. Turner les a punis en allant au poste bas contre des plus petits. En allant contre Max Strus, en allant contre, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, des mecs comme ça. Dès que ça switchait, certes, Haliburton n'avait plus une passe à faire sur le pick and roll parce que pas de décalage, mais Turner avait son post-up. Et là, c'est pareil. Là, dès la deuxième mi-temps, premier switch, qu'est-ce qui se passe ? Chet va sur Haliburton et Turner va au poste bas enfoncer. Alors, je sais pas s'il met un panier ou il met un tir manqué plus rebond offensif sur Lou Dort. Une première fois, ensuite une deuxième fois, et voilà, il y a un peu ce côté où Lou Dort est très costaud, mais il n'y a pas la taille. Et ça, pour le coup, on en avait parlé aussi en preview, c'était de dire, si tu dois faire un switch, peut-être que tu ne peux pas te permettre de rester au niveau du switch et au niveau du match-up Haliburton, tu ne peux pas le faire avec Lou Dort, Caruso ou Cason Wallace sur Haliburton. Parce que le match-up post-switch, ça va être un petit Lou Dort, Caruso ou Haliburton sur Turner. Et ce qu'on avait dit en preview, donc hier, c'était si tu fais un switch, peut-être que l'ajustement à faire, c'est de mettre Jalen Williams sur Haliburton de base. Comme ça, une fois que l'écran est fait, une fois que le switch est réalisé, tu te retrouves avec un mismatch quand même moins important. Tu te retrouves avec Williams qui peut un peu plus tenir au poste bas, son mismatch, versus Turner. Et donc, voilà, deuxième mi-temps, ça switch, Turner puni, ça switch, Turner puni. Ajustement, donc on met cette fois
Jalen Williams, comme prévu, comme on l'avait dit. Williams qui va sur Haliburton. Et sauf que là, Haliburton, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend pas l'écran, il refuse l'écran, il part de l'autre côté. Et donc, en fait, voilà, il y a pas de... le switch ne peut pas s'opérer puisque l'écran n'a pas été utilisé. Et il peut attaquer avant et aller au panier, faire un kick-out à 3 points, je crois, ou mettre un lay-up, je ne sais plus. Et puis l'action d'encore après, on remet Lou Dort sur Haliburton ou l'action d'avant, je sais plus. Mais grosso modo, comme il y a un mismatch et que Turner a déjà scoré sur Lou Dort et que Turner et cette menace de post-up et contre des mismatchs. Jalen Williams, qui est sur le côté faible, il vient aider totalement. Il abandonne son shooter pour aider sur Turner et aider Lou Dort. Mais sauf que fait Haliburton ? Hop, skip passe vers le corner opposé et le 3 points qui est rentré par, je crois que c'est Naismith qui est abandonné par Williams. Enfin voilà, c'est un peu, c'était un des points de bascule. Et en cas de switch, on l'avait souligné, ça a été un point important contre les Cavs. Pour l'instant, sur ce match 1, la menace de anti-mismatch de Turner, notamment en poste bas ou plus globalement à l'intérieur, a fait des dégâts et a fait son job, je trouve. Et puis d'ailleurs, un peu pareil, Siakam, j'ai trouvé, et c'est aussi, on en revient au soft switch, le soft switch d'OKC qui sur tout le match a fait plutôt des switch 1, du poste 1, poste 4, de manière automatique, pas forcément Chet et le poste 5, pas tout le temps en tout cas, mais sur tout le match, switch 1 à 4. Bon, ça permet que Haliburton attaque plus facilement un SGA, premièrement, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, ça crée aussi des mismatchs au niveau du rebond offensif. Forcément. Donc, non, mais en tout cas, voilà, c'était intéressant de voir le switch et je pense qu'on le reverra, ce switch. C'est pas impossible. Alors, sans doute pas sur la totalité de matchs. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais voilà, c'était assez intéressant de voir à peu près ça et de dire peut-être que Mark Daniel va faire aussi le pari. Il est peut-être un peu fou, mais peut-être qu'il va se faire le pari de dire non, on recommence à switcher, on recommence à aider après le switch, et peut-être que Indiana ne mettra pas 46% de ses 3 points pendant 4, 5, 6 matchs de la série, quoi. Peut-être. Bon, il y a d'autres coachs qui ont fait ce pari, ça n'a pas forcément porté ses fruits pour l'instant sur ces playoffs, donc voilà, la bataille du switch aussi qui va être intéressante à suivre sur le reste de la série. On finit rapidement à quelques points. Jalen Williams qui n'a pas été bon pour le coup. Il n'a pas mis du tout déjà la qualité de tir qu'il a réussi à se dégager n'a pas été très bonne, je trouve. Beaucoup de pull-up à 2 points, de longs pull-up à 2 points. Contre les Wolves, il les mettait. Là, il les a pas mis, et même au niveau des drives, il n'a pas été très bon au niveau des drives, je trouve. Bon, aussi parce qu'il y avait des aides et du trafic, comme on a déjà dit, mais voilà, je trouve que le match de Williams n'a pas été top. D'ailleurs, j'ai pas regardé les box scores, je dis ça un peu après l'impression visuelle, mais il fait quoi ? 6 sur 19, en effet, 17 points, donc pas génial. Finalement, j'ai trouvé que la meilleure source d'attaque secondaire, c'était pas Williams, finalement, c'était Hartenstein. Et pas mal de séquences où il est lui en jeu de main à main, en dribble and off, comme on dit, ou des séquences où il est en high post, au poste haut, tête de raquette, et c'est lui qui a la balle et qui distribue un peu des passes à droite à gauche, pas mal de cuts qui ont été utilisés côté OKC avec Hartenstein en passeur. Donc voilà, sur ce match-là, match 1, Hartenstein peut-être le meilleur créateur secondaire de cette équipe en plus de SGA. Et puis oui, j'ai aussi vu, on a eu 2-3-4 pick and roll entre Williams et SGA. Et c'était assez intéressant pour le coup, je trouve, cette partie-là de l'attaque qu'on voit pas souvent, un peu ce pick and roll entre petits, enfin quoique Williams c'est pas petit, mais entre extérieurs, et je serais assez curieux de le voir un peu plus, parce que ça permet aussi d'impliquer un Pascal Siakam dans l'action, quand Siakam défend Williams, et on a vu que notamment il y a une fois où Siakam veut switcher, sauf que fait SGA, il attend pas que le switch se fasse, hop, il fend le pick and roll en deux, il passe entre les deux, il va jusqu'au panier. Enfin bref, j'aime beaucoup le potentiel de cette association où on a affaire à 2 porteurs de balles. Alors peut-être pas d'élite pour Williams, mais 2 porteurs de balles de très bon niveau. Donc toujours intéressant ces pick and roll où le pick and roll peut fonctionner dans un sens et dans l'autre. SGA porteur de balle ou poseur d'écran, Jalen Williams porteur de balle ou poseur d'écran, pick and pop ou pick and roll dans les deux cas, etc. Donc ça j'aimerais bien le voir aussi un peu plus. Et puis oui, autre aspect, on a parlé de OKC qui a pas mis ses 3 points. Un peu dommage. Le fait est également que OKC a été assez mauvais en transition, pour le coup. Et c'est assez étonnant. Je crois qu'il y avait la stat qui était sortie. Azad l'avait sortie, je sais plus où, peut-être sur Discord ou peut-être c'est à 3 points. À 3 points. Sur Twitter, pardon. Mais ouais, si on regarde un peu les stats, là, OKC n'a pas beaucoup marqué en transition, alors qu'on l'a dit, ils ont généré beaucoup de turnovers. Ils ont généré énormément de pertes de balles côté Indiana, mais ils n'ont pas réussi à les faire fructifier. Donc ça, c'est un peu dommage. Et au-delà des possessions post-perte de balles, il n'y a pas eu non plus tant que ça de possessions où on a accéléré.
Et on sait on l'avait déjà dit pendant 3 tours déjà, que SGA et OKC aiment bien attaquer sur la semi-transition, eux aussi, accélérer avant que ça se mette en place, avant que le terrain soit quadrillé, avant qu'il y ait les stunts qui se mettent en place, les pill switch, l'aide côté faible, l'aide depuis les corners agressives, etc., tout ce qu'on a décrit. OKC aime bien attaquer très tôt dans la possession pour éviter tout ceci. Là, ils l'ont pas fait. Et je crois que les stats, ils ont un score assez famélique en termes de points générés sur contre-attaque. Donc voilà, pas de 3 points, pas trop, et pas de transition. C'est peut-être un peu comme ça que OKC a manqué de points au final. Et puis dernier point, Chet a joué 23 minutes et Hartenstein 17. Je peux le comprendre, et comme dit, c'est pas parce qu'ils ont perdu que faut tout jeter à la poubelle. Ce line-up ultra petit a eu des bonnes séquences, et même des très bonnes séquences, mais il a aussi ses compromis. Je peux comprendre, mais je trouve ça dommage qu'on ait aussi peu de minutes sur 2 joueurs de très grande qualité. Hartenstein, peut-être qu'à la limite, on peut s'en passer un peu plus si c'est pas sa série. Mais ouais, j'avoue que Chet, 23 minutes à peine, ça me fait un peu petit comme minutage, je trouve. Et que, surtout quand on connaît son importance en protection de panier et son importance en tant que si ce n'est le meilleur shooter de l'effectif, c'est dommage, et c'est peut-être aussi une des conséquences des paris tactiques qui ont été faits. Peut-être qu'il joue aussi peu parce qu'il n'a pas été aussi intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été aussi intéressant ? Parce qu'on l'a dit, il est placé sur Miles Turner en défense, donc il ne peut pas se déployer comme d'habitude. Il pose un écran en attaque pour impliquer Miles Turner, mais donc il ne peut pas être utilisé autant qu'il veut, autant qu'il faudrait en tant que shooter off-ball, etc. Donc peut-être qu'aussi que ce petit minutage reflète aussi à quel point les paris qui ont été faits n'ont pas tous été gagnants. Lui n'a pas été parfait, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas joué autant, mais peut-être qu'il a aussi été aussi peu parfait parce que les configurations n'étaient pas les bonnes. Donc voilà, à garder en tête. En tout cas, je serais déçu qu'on ait 23 minutes de Chet sur le reste de la série en moyenne, parce que ça fait quand même très très peu, malgré les très bons passages de Wallace, de Caruso, etc. Donc voilà pour ce match 1 remporté avec la magie des Pacers sur ces finales NBA. Les finales sont lancées avec un upset et Indiana qui reprend l'avantage du terrain, notons-le. Victoire des Pacers 111-110, la magie d'Indiana se poursuit. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, ce petit débrief tactique, j'essaie de pas faire trop long non plus, je sais que c'est mon défaut, parfois je sais qu'on me le reproche et vous avez raison, parfois je fais un peu long, mais voilà, petit point tactique à mon avis hyper intéressant, et surtout intéressant parce que ça ouvre pas mal de possibilités pour la suite. On n'a pas du tout c'est ce que je trouve, ce qui me plaît en tout cas, c'est que ce match 1 n'a pas été dans la configuration qu'on a attendu. On est un peu sorti du cadre habituel et pour les Pacers et pour OKC, donc maintenant il y a le dilemme de va-t-on continuer comme ça, va-t-on repasser sur le truc un peu plus classique, etc. Donc je m'attends, je suis content que Indiana ait gagné, comme ça nous lance un peu la série pour de vrai, et que maintenant il va falloir un peu, on aura peut-être une vraie série. En tout cas on est rassuré, on n'aura pas un sweep un peu rapide, un peu décevant peut-être. Bref, voici pour le match 1, j'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous sur Twitch, soit ce soir, soit demain soir, c'est pas encore sûr, mais on va essayer de faire aussi un peu de Twitch en live avec Azad et Baptiste, peut-être un peu de vidéo aussi si j'ai le temps, mais là pour aujourd'hui ça m'a l'air un peu chaud, peut-être ce soir. Bon bref, rendez-vous bientôt, et sinon au pire du pire, on se retrouve dans 3 jours pour le match 2 des finales NBA. On fera également un petit podcast post-match 2. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien et pour vos petits messages pour l'épisode 400 et pour avoir fêté les 400 ensemble. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.